Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire du CRIF organisé en partenariat avec Help System. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet MFT en 45 minutes. Nous serons en compagnie donc de 3 intervenants. Nous aurons avec nous Julien Gouès, partenaire manager travaillant chez Help System. Et nous aurons 2 intervenants travaillant chez ESBD, Guillaume Donadieu, qui est senior account exécutive, et Camille Lacuve, qui est technical manager. Juste avant de commencer le webinaire, quelques règles pour le bon déroulement de celui-ci. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de la présentation. Nous y répondrons plutôt en fin de séance. Durant la totalité de l'événement, sachez que vos caméras et micros sont coupés. Et par ailleurs, je vous informe que ce webinaire est enregistré. Vous recevrez le replay sous quelques jours. Il va également y avoir un sondage en fin de webinaire. Je vous remercie de prendre le temps d'y répondre. Et nous vous souhaitons une très bonne séance et je laisse la parole à nos 3 intervenants. Merci beaucoup Léa et merci d'avoir déjà présenté les intervenants. Donc, Julien Gouès, partner manager effectivement chez Help Systems, et je serai avec Guillaume et avec Camille. Donc le webinaire effectivement est donc co-organisé entre Help Systems et ESBD. Donc juste pour resituer, Help Systems qui est l'éditeur de la solution GoAnywhere, et donc ESBD qui est notre partenaire intégrateur sur les pays francophones principalement. Quelques mots peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas beaucoup à propos de Help Systems. Donc, nous sommes un éditeur de logiciels, une société américaine dont le siège est à Minneapolis, dans le Minnesota. Ça fait bien plus de 35 ans, je crois qu'on fête nos 40 ans d'ailleurs cette année. Une société qui est née dans le monde IBMI, pour ceux qui connaissent un petit peu cette plateforme-là. Et donc la société a pas mal évolué depuis petite dizaine d'années. On est très focalisé sur la cybersécurité et plus particulièrement la sécurité des données, donc des sujets qui sont tout à fait collatéraux à ce dont on va parler aujourd'hui avec GoAnywhere. Voilà, pour ceux que ça intéresse un petit peu, vous pouvez aller regarder notre site web. Vous verrez qu'il y a effectivement un portfolio assez développé autour de la sécurité des données en particulier, avec aujourd'hui donc le sujet des échanges sécurisés et automatisés de fichiers. Et je vais laisser la parole quelques instants à Guillaume. Merci Julien. Quelques mots sur ESBD, je vais être concis. ESBD, c'est avant tout BBES Group. C'est une alliance de spécialistes de la cybersécurité en Europe. BBES Group, c'est 45 personnes, 500 clients gérés en Europe. C'est surtout une alliance, une expérience partagée de technologie, notamment sur le MFT dont on va parler aujourd'hui. Le SBD, plus spécifiquement, s'occupe de la zone France, Luxembourg et Suisse, et Belgique également, entre autres, je dirais. On va passer à la slide suivante. Je voulais juste dire que SBD, c'était une ESN présente depuis plus de 10 ans sur la cybersécurité. C'est aussi un pôle d'expertise sur le MFT, avec une expérience reconnue sur les projets de migration et d'intégration. On est aussi le partenaire d'Help Systems sur GoAnywhere en Europe, en charge de l'intégration et du support technique avancé depuis 2010. Et on est reconnu, notamment les équipes de Camille, pour un support réactif, de compétents et de qualité. On reviendra en fin de présentation après la démo, sur les prestations et l'accompagnement qu'on fournit sur GoAnywhere MFT. Je te repasse la parole, Julien. Ok, donc juste peut-être un petit peu pour poser les bases, ou en tout cas avoir une petite idée de pourquoi aujourd'hui nos clients font appel à nous sur des projets d'implémentation de plateforme MFT. Donc, comme je le disais, la protection des données, alors, historiquement, peut-être l'implémentation de plateforme était plutôt liée, on va dire, à l'automatisation, plus l'aspect automatisation et industrialisation des plateformes qui étaient mises en avant. Donc, effectivement, avec une demande, un focus, on va dire, sur une gestion efficace, stable, pérenne des échanges de données. Donc, tout ce qui était finalement, on pourrait dire, remplacement de script. C'était ce type de projet qu'on a beaucoup mis en place. Peut-être que depuis quelques années, justement, avec le contexte qui évolue également, et puis bon, la maturité aussi que l'on observe, le curseur est de plus en plus mis sur la partie sécurité de ces projets-là. Donc, on a vraiment des projets avec les deux aspects, en fait. Alors, les plateformes MFT sont bien évidemment sous
principalement toujours des outils managés par l'IT, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de projets qui sont menés soit avec les risques, soit avec les départements de sécurité. La mise en conformité aussi, hein, c'est quelque chose qui revient très, très régulièrement, on va dire, dans les drivers des projets de MFT. Et puis, je dirais, depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans maintenant, à peu près, Guillaume, on a retrouvé aussi une impulsion assez forte de tout ce qui est migration de solutions un peu vieillissantes, un peu legacy, ou de solutions existantes du marché qui arrivent sur des périodes de fin de vie. Et voilà, donc pas mal de clients qui s'intéressent aussi à des, entre guillemets, nouveaux players, même si GoAnywhere est présent sur le marché francophone depuis déjà une bonne dizaine d'années. C'est toujours perçu comme une solution relativement jeune, finalement. Et donc voilà, on trouve aussi de plus en plus de projets qui sont liés à des migrations de solutions existantes. Juste pour corroborer, je me permets d'intervenir, Guillaume. Ça a toujours été un petit peu le cœur de métier chez ESBD de migrer de solutions historiques vers des solutions plus innovantes. Alors, en termes de type de partage, on va dire que sur GoAnywhere, il y a une des caractéristiques, c'est que c'est vraiment une plateforme d'échange complète. C'est-à-dire que quand on parle d'échange de données, bien évidemment, on va pouvoir traiter, je dirais, le MFT un peu tel qu'on le conçoit un peu spontanément, c'est-à-dire les échanges entre systèmes hautement automatisés, comme je le disais, donc tout ce qui est l'utilisation de canaux type SFTP, FTPS, HTTPS, etc. On va dire, voilà, tout ce qui est le mode batch, en gros, hein. Mais pas seulement, c'est-à-dire qu'on va aussi pouvoir adresser des échanges plus orientés à la personne, donc soit de la mise à disposition de documents via des portails collaboratifs, par exemple, hein, donc plutôt du serveur à machine ou machine à personne, pardon, mais aussi directement des échanges entre collaborateurs avec des modules collaboratifs qui sont disponibles donc, dans l'outil pour soit envoyer des mails, par exemple, de manière sécurisée, ou tout simplement partager des documents au sein d'une équipe également de manière sécurisée. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment caractéristique de notre solution, qui est la possibilité d'aborder finalement tout type d'échange avec une seule et même technologie. Donc, pour revenir un petit peu sur les principaux cas d'utilisation, comme je le disais aujourd'hui, les principaux axes de déploiement restent tout de même des projets qui sont axés sur l'automatisation des échanges entre systèmes ou entre une entreprise et des tiers, par exemple, mais de manière généralement hautement automatisée. Donc, c'est la mise en place de canaux d'échange qui soient sécurisés. Donc, comme je le disais, on va retrouver tous les canaux assez classiques qu'on retrouve pour ces cas-là. Assez récemment également, depuis 2-3 ans maintenant, on a aussi rajouté des protocoles qui sont un petit peu plus spécifiques justement de nos territoires ici en France et dans les pays francophones, avec l'inclusion donc du PE-SIT par exemple dans la solution, quelque chose de relativement nouveau entre guillemets pour l'âge de la solution, mais qui reste finalement dans les standards que l'on retrouve sur ce type de projet. Après, il y a d'autres problématiques qui sont aussi adressées, comme la protection de la donnée en elle-même, donc pas uniquement du canal de communication, du tuyau qu'on va utiliser, mais également de rajouter une couche de protection supplémentaire pour chiffrer la donnée et s'assurer donc une protection supplémentaire. On a également de plus en plus de projets qui sont orientés transformation de format, transformation de données, donc traduction de documents, des projets de type EDI, hein, finalement, avec la capacité qu'a GoAnywhere d'extraire des données de différentes sources, donc de bases de données, de fichiers plats, quel que soit le format d'extraction finalement, de manipuler cette donnée-là, de la transformer pour ensuite la réenvoyer à un format différent. Pas mal aussi de projets qui tournent autour de l'unification des échanges dans un système d'information. Ça aussi, c'est quelque chose de relativement nouveau, on va dire, des nouvelles demandes qu'on a vues apparaître ces dernières années. Typiquement, voilà, des clients qui ont des environnements extrêmement hétérogènes avec des AS400, des ZOS, donc des mainframes, bien sûr Linux, Unix, Windows, etc. Et qui cherchent aussi une manière finalement de rationaliser et d'uniformiser tous les échanges de données entre ces différentes plateformes. C'est des choses qui est a priori assez difficile à mettre en place, parce que justement chaque technologie a ses particularités. Là encore, avec GoAnywhere, il y a des technologies particulières, il y a des modules particuliers, la notion d'agent par exemple, on aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard, qui permettent d'uniformiser un petit peu tout ça et d'avoir une seule et même solution qui permettre de piloter tous les échanges interplateformes.
relié aussi un petit peu, alors pas forcément directement à la problématique d'EDI que je mentionnais avant, mais un petit peu dans le même esprit, l'utilisation de plateformes de MFT en mode ETL Lite, ça c'est aussi quelque chose qu'on a vu beaucoup progresser sur ces derniers temps. Comme je le disais, la capacité qu'a GoAnywhere d'extraire et de transformer et de réinjecter des données, quel que soit finalement le format qu'on va utiliser, permet aussi finalement de réutiliser ces plateformes de MFT-là sur des contextes qui sont plus, entre guillemets, d'ETL. La connexion des sites distants, quand on parlait tout à l'heure de la capacité qu'a l'outil de faire échanger des fichiers entre des systèmes homogènes, finalement, la même logique peut s'appliquer aussi pour des entreprises qui doivent connecter beaucoup de sites distants, donc avec un headquarter, avec un site central. Ça permet là aussi d'uniformiser les échanges et d'avoir absolument tout qui est géré depuis la même plateforme. Donc là, on retrouve des business assez hétérogènes aussi. Hein. On a des gens dans le secteur bancaire, dans le secteur du retail, beaucoup. On a des gens, clients qui sont dans l'hôtellerie aussi, par exemple, qui connectent leurs différents hôtels entre eux avec la centrale via ce type de technologie, des chaînes de pharmacie, par exemple. Enfin, bref, il y a vraiment, à partir du moment où on a poussé et récupéré de l'information de nombreux sites, là encore une fois, assez éloignés les uns des autres, ça peut être un mécanisme intéressant. Puis il y a un dernier cas d'usage aussi qu'on retrouve, qui est peut-être un petit peu plus anecdotique, ou en tout cas très spécifique de certains métiers, qui concerne l'accélération de transferts extrêmement lourds, en fait. Donc on retrouve beaucoup ça dans le monde de l'audiovisuel, dans le monde de l'industrie également, hein, où on a certaines fois des contraintes particulières sur les besoins d'accélération des échanges. Donc là aussi, sur GoAnywhere, il y a la possibilité de mettre en place des protocoles particuliers qui sont basés sur UDP avec des algorithmes de compression, etc., qui nous permettent d'obtenir des débits qui sont très très élevés et d'échanger des masses d'informations extrêmement importantes sur des distances qui soient très très grandes, même intercontinentales. Voilà, donc ça c'était plutôt les cas d'utilisation les plus communs en mode, on va dire, automatisé, batch. Comme je le disais, l'outil sert également à mettre en place des plateformes collaboratives. Hein. Donc vous avez complètement inséré dans l'outil la capacité de partager des documents avec vos équipes, ou comme je le disais en intro, de pouvoir envoyer aussi des mails sécurisés en ayant la pièce jointe qui soit chiffrée. Donc, les problèmes les plus courants que l'on va rencontrer, donc effectivement, hein, les failles de sécurité, encore, toujours un petit peu, de moins en moins, heureusement, l'utilisation de protocoles obsolètes ou d'architectures non sécurisées, donc typiquement l'exposition de serveurs de MFT directement sur Internet. On travaille de plus en plus là-dessus aussi. Avec l'implantation de Gateway, c'est aussi quelque chose qui est possible de faire avec GoAnywhere. La décentralisation de la gestion, ça, je dirais, c'est vraiment les projets les plus typiques quelque part qu'on rencontre depuis très longtemps. L'existence soit d'un panel de petits outils ou de différents outils existants et que l'on veut consolider dans une seule et même solution, soit l'existence de scripts ou de développement maison un petit peu décontrôlé, on va dire, un peu de shadow IT ici ou là, et que l'on souhaite également rationaliser. Pour les contraintes réglementaires aussi, tout ce qui concerne la journalisation des événements, la gestion des retrides, tout ce qui est gestion des contrôles d'accès également à la plateforme. Donc, ça, c'est aussi des choses qui sont souvent très difficiles à mettre en place, évidemment, quand on n'a pas une solution vraiment professionnelle mise en place. Et puis les coûts de maintenance, donc soit directement liés à des coûts de maintenance élevés de solutions existantes, soit des coûts élevés de maintenance liés à la partie opérationnelle, hein, comme je le disais. À partir du moment où on a des équipes qui font du scripting, qui doivent maintenir des développements, des choses comme ça, plus artisanaux, on va dire, évidemment, la gestion du changement devient très, très compliquée. Et donc, souvent, ça amène aussi à déclencher des projets de professionnalisation un petit peu, je dirais, des échanges. Si on parle un petit peu plus concrètement de la solution, donc de GoAnywhere MFT, tout d'abord, récemment, au début mars, courant mars, on a eu la bonne surprise d'avoir été de nouveau évalué comme le leader de ce segment sur le rapport que fait tous les ans donc
société qui s'appelle Software Review, qui est basée donc sur des reviews de nos clients et des gens qui utilisent les plateformes MFT dans le monde. Je crois que ça fait maintenant 3 ou 4 ans que GoAnywhere est positionné comme leader, et cette position-là se renforce avec d'ailleurs un écart qui se creuse encore un petit peu avec le second. Donc, on est très content, bien évidemment, de pouvoir continuer à démontrer cette qualité-là. Pour simplement vous expliquer, gens qui ne connaissent pas GoAnywhere, en quoi consiste la plateforme. C'est une plateforme qui se veut vraiment très versatile. Donc déjà en termes d'installation, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser de manière complètement virtualisée, bien entendu, qui est compatible Windows, Linux, qu'on peut installer sur de l'Unix. On a aussi quelques clients qui continuent d'utiliser sur des environnements IBMI. Donc, c'est vraiment à vous de décider comment vous souhaitez l'utiliser. Ça peut être installé on-prem dans un cloud privé. Ça peut être hébergé également directement par Help Systems. En termes de base de données, c'est la même chose. C'est quelque chose de très, très flexible, et c'est plus à vous, en termes d'opération, de décider ce que vous souhaitez faire. C'est compatible, comme je le disais en intro, avec la majorité des protocoles standards du marché. Et ça inclut tout ce qui concerne le registry et l'audit finalement des actions. C'est quelque chose de très important aussi en termes à la fois de sécurité et de compliance. Absolument tout ce qui se passe sur la plateforme est tracé et peut faire l'objet de rapports derrière. Bien entendu, il y a un système d'alerte aussi qui est joint, qui est à la fois interne à la plateforme et qui peut s'intégrer lui-même avec des outils type SIEM, etc. Conjointement avec la plateforme, vous disposez également d'un marketplace avec à chaque nouvelle version de nouveaux connecteurs out of the box qui sont fournis. Je ne vais pas en faire la liste là, ce serait beaucoup trop long, mais je vous laisserai aller regarder sur le site web si ça vous intéresse. Mais voilà, sachez que l'intégration avec d'autres solutions du marché, ça fait partie des innovations qui sont rajoutées, comme je vous disais, à chaque nouvelle version, que ce soit avec des solutions de storage, avec des solutions de helpdesk, avec des solutions comme je disais, de SIEM, etc. Ça fait aussi partie de nos axes forts de développement. En termes de sécurité, on a également rajouté depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, une couche supplémentaire de protection avec la possibilité d'intégrer des antivirus, anti-malware et des moteurs d'analyse de contenu. Donc, quand vous recevez des fichiers de tiers, que vous souhaitez les analyser et les faire passer par un moteur d'analyse, on a cette possibilité-là maintenant avec donc une passerelle ICAP de faire scanner tous ces fichiers-là avant qu'ils ne soient ensuite traités par le moteur MFT et bien entendu ensuite intégrés dans votre SI. Donc encore une fois là, un niveau de protection additionnel. Voilà, j'en ai terminé pour cette brève présentation. Enfin, j'espère avoir été bref et avoir maintenu le timing. Je vais laisser la main à Camille pour vous faire une petite démo du produit en direct. Merci Julien. Alors, comme l'a dit Julien, ça va être une petite démo en direct. Alors, démo finalement en 2 temps, puisque je vais vous montrer l'utilisation que peut en faire un utilisateur externe, un partenaire qui a déjà un compte créé chez vous, via l'interface web. Et puis, pour vous montrer que je ne dis pas de sottises, en plus, c'est bien comme l'outil, vous l'avez vu ou vous l'avez compris, je l'espère, est multiprotocolaire, et bien un même utilisateur peut accéder à la plateforme sous divers protocoles et avec des scénarios complètement différents suivant le protocole utilisé. Alors, pour des besoins de démonstration, je vais faire un simple user mot de passe, mais sachez en plus que comme l'aspect sécurité est très très présent dans le produit, cette connexion, même sur le portail web, peut s'intégrer dans des standards avec du SSO, avec du Radius, de l'authentification multifacteur, de l'insynchronisation surannuaire, donc vraiment plusieurs schémas disponibles pour l'authentification. Et une fois que je me connecte en tant que simple utilisateur, eh bien, j'accède à mon espace de stockage de fichiers, en tout cas ce qui m'a été mis à disposition. Et puis pour vous montrer que je ne dis pas de sottises, je fais la même connexion en SFTP et je vais retrouver exactement la même arborescence. Donc que je pose des fichiers par un protocole ou l'autre, au final, ça va être le même moteur de traitement qui va déclencher des flux. Et suivant le protocole, on va pouvoir aussi segmenter l'utilisation. Typiquement, je vais prendre donc mon explorateur, je vais poser des fichiers directement
via web. Alors ici, 2 cas d'usage, 2 répertoires différents avec 2 typologies de flux complètement différentes. Une qui va envoyer les fichiers directement sur le serveur MFT pour du stockage local et l'autre qui va l'envoyer vers un autre serveur sans adhérence de système d'exploitation pour potentiellement un autre traitement. Donc là, je vais dans mon arborescence. Alors, chose à savoir aussi, c'est que les permissions données aux utilisateurs vont être complètement différentes suivant les répertoires, suivant même les fichiers. Et typiquement, je fais du drag and drop et je peux poser tous mes fichiers directement. D'un point de vue utilisation, en tout cas utilisateur, typiquement, je n'ai plus rien d'autre à faire. Alors, je vais poser aussi pour des besoins de démonstration et puis pour vous montrer tout ce qui se passe derrière. Je vais reposer les mêmes fichiers et du coup sur un autre répertoire. Alors pourquoi plusieurs fichiers avec différentes extensions? C'est qu'en fait derrière, on a le moteur iCap qui va s'interfacer et puis tout ce qui est fichier exécutable, fichier script, batch, etc. sont complètement rejetés par l'antivirus. Donc je vois déjà que j'ai un warning à ce niveau-là parce que l'antivirus a pris le pli et a dit: «Je ne veux pas de ce fichier-là». Donc tous les autres, eux, qui ont été acceptés, eh bien, vont déclencher du flux de manière immédiate, de manière instantanée ou bien de manière déportée, suivant, le processus à mettre en place derrière. Dans le produit, on intègre en plus tout ce qui est moteur de traitement justement pour gérer cette automatisation-là. Alors en parallèle, du coup, comme j'ai posé des fichiers, ce qui s'est passé, c'est que en tant qu'utilisateur, authentifié, dont on connaît mes identifiants, on connaît un point de contact, eh bien, automatiquement, j'ai reçu un message, alors plusieurs, du coup, puisque j'ai posé plusieurs fichiers, où j'ai en résumé, finalement, le nom du fichier qui est extrait, sa taille, une sorte d'acknowledge qui a été fait par mail et qui va pouvoir se dérouler en plus d'autres manières, hein, puisque ça va être dans le descriptif du flux. Je vois tous les fichiers que j'ai posés donc il y a quelques instants ont été traités et je vois qu'ils ont été remplacés par un fichier .ok, hein, donc à intégrer dans vos chaînes de traitement, hein. Ça, ce sont du portage de scripts historiques qui ont été remis en place de cette manière. Euh, Évidemment, le flux, on va pouvoir l'adapter aux usages, aux besoins de chacun. Et puis, le fichier initial, lui, a été déplacé dans un répertoire archive, compressé au passage. Et puis, vous pouvez imaginer en plus n'importe quel processus autour de ce fichier-là en fonction de tout ce qui est disponible dans le produit. Et quand bien même le produit ne saurait pas faire, donc ce qui est quand même relativement très très rare, eh bien, on peut de toute façon appeler la ligne de commande pour faire le rappel à des scripts historiques qui faisaient justement des choses très, très spécifiques par rapport au cas métier. Voilà, donc très simplement sur l'interface utilisateur. Comme le disait Julien tout à l'heure, c'est que toutes les actions qui se sont déroulées, en fait, vont être complètement tracées dans le produit. Aussi bien l'activité utilisateur, mais tout ce qui a été généré comme flux de données derrière. Donc si je vais sur mon interface d'administration, donc l'autre onglet à côté, alors petit détail qui a son importance aussi, hein, c'est vrai que Julien n'a pas forcément insisté là-dessus, c'est que cette adresse ici résout la connexion sur une gateway, donc qui est un service exposé extérieur. Mais à ce stade-là, le flux, entre guillemets, va s'arrêter. Quand je me connecte dessus, la gateway, elle, qui va en fait gérer le passe-plat, ne connaît absolument pas l'utilisateur, ne connaît pas les fichiers qui vont transiter dessus et va servir de premier élément de sécurité pour vraiment segmenter les réseaux et reprotéger complètement l'espace de stockage final de là où va être stocké et hébergée la donnée. Donc, je vais sur mon serveur d'administration, qui est le serveur MFT en lui-même. Quand on est dans un mode cluster pour de la haute dispo aussi, encore une fois, on a besoin que d'une seule console qui va permettre de gérer l'ensemble des flux. Sur cette plateforme-là, donc par chance aujourd'hui, je suis super administrateur de la plateforme, donc j'ai accès à toutes les informations, mais va pouvoir aussi segmenter l'utilisation, les lectures, les différentes permissions de chacun des contributeurs à la vie de la plateforme, que ce soit du simple auditeur pour avoir accès que au log, au développeur qui lui n'accédera qu'à l'interface de création de script. Alors, script dans Gainware, c'est presque un peu vulgaire, donc on va parler plus de projet maintenant. Et puis, on va pouvoir justement déléguer différents droits, différentes permissions, différents administrateurs.
Alors pour repartir sur mes cas d'usage, déjà je vois sur les scripts ici, j'ai plein, donc j'ai une première visu sur ce qui s'est passé sur la vie de la plateforme. Je vois les utilisateurs qui sont connectés, je vois les différents scripts. Ce tableau de bord est complètement personnalisable suivant les usages avec différents gadgets, différents outils qu'on va pouvoir même derrière customiser par rapport aux besoins. Par exemple, je ne fais plus de FTP puisque le FTP, c'est quand même très peu sécurisé, donc je le supprime du tableau de bord puisque nous ne l'utilisons pas. Donc on va pouvoir vraiment affiner pour chacun la vue d'entrée, le point d'entrée. Pour revenir sur le cas d'usage, je vais directement dans la section de log pour voir ce qui s'est passé. Donc vous voyez au niveau des logs, c'est découpé avec la vue protocolaire, avec la vue scripting et puis aussi une vue possible par fichier. Si jamais on a un partenaire qui nous dit as-tu bien reçu mon fichier, eh bien tout de suite on va pouvoir savoir à partir du nom, retrouver l'information et savoir quand est-ce que ça a été délivré, par quel flux ça a été processé et aussi par quelle action le fichier a transité à travers les réseaux. Alors si je reprends uniquement l'HTTPS puisque je suis parti sur la partie vraiment web, donc là je vois clairement différentes actions. Donc c'est tout ce que j'ai fait comme action au niveau des échanges. Petite attache intéressante, c'est que je vois aussi ce que voit l'utilisateur. Donc pour moi, quand j'ai posé les fichiers à travers le portail, j'avais un répertoire qui s'appelait pour route, un autre qui s'appelait vers agent, et on peut savoir physiquement où est vraiment stockée la donnée en tant qu'administrateur. L'utilisateur, lui, n'en a pas conscience. Et puis, je vois aussi des petits boucliers partout qui disent bien que le serveur ICAP a bien fait son travail avec des warnings où typiquement, là, je vois que c'est un fichier zip qui contient un exécutable. Et si je vais un petit peu plus loin, voilà, j'ai l'information comme quoi on a eu une erreur. Je peux avoir encore plus de détails si je vais sur les petites loupes. Alors, je vais prendre au hasard celui-ci, peu importe. Et je vois que, en fait, en remarque, mon serveur ICAP a bien rejeté mon fichier. Et je retrouve toutes les informations de connexion, l'utilisateur connecté, l'adresse IP source, l'adresse IP cible, les différents ports utilisés, puisqu'on va pouvoir aussi segmenter complètement et gérer dynamiquement tous ces ports. Donc, tout est complètement tracé à partir d'une simple action. Et puis, si je vais sur des choses où je vois, par exemple, la petite roue crantée ici, c'est qu'en fait, on a une action immédiate et automatique qui s'est déroulée et je vois que pour le même utilisateur, j'ai eu des actions automatiques, donc les mêmes fichiers, des actions automatiques dans un répertoire et pas dans l'autre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, par répertoire, par utilisateur, par type de fichier, avec différents éléments autour du flux, générer de l'action automatique ou non. Et je vois que même sur ce répertoire-là, comme ici j'avais un upload qui était raté, je n'ai pas eu de déclenchement automatique puisque il y a eu du non-événement, en tout cas un événement qui ne s'est pas terminé correctement. Et pour aller un petit peu plus dans le détail, je vais voir ici que ça a lancé en fait ce qu'on va appeler un projet. Qu'est-ce que c'est un projet? Et en fait, c'est un script qui va prendre des éléments d'entrée et qui va pouvoir dérouler complètement le scénario des différentes actions. Alors pour aller dans le détail, je vais dans mes jobs qui sont terminés, où je vois tout de suite les différents points, les différents statuts. Donc toutes ces logs sont bien sûr filtrable, pour avoir accès à l'information qui nous intéresse, aussi bien par date que par type d'événement. Je vois que j'ai eu des événements qui ont été ratés. Je vais m'intéresser pour aujourd'hui sur ceux qui ont fonctionné et pour vous montrer en fait le niveau de détail natif dans le produit. Donc il ne faut pas avoir peur tout de suite de tout ce qui est généré comme information au niveau de script de cette exécution de flux. Puisqu'en fait, le descriptif du flux, à côté de ça, est vraiment très très simple. En lisant très rapidement, je vois que le fichier a été archivé, il a été compressé, il a été rerouté sur d'autres protocoles. Donc on a géré la rupture protocolaire avec de l'envoi vers du SFTP, de l'envoi vers du PE-Site, de l'envoi vers du GoDrive, donc il y a une solution native avec l'accélération de transfert. Et puis tout ça s'est passé dans un espace temporaire de travail, histoire que la donnée source soit toujours disponible tant qu'elle n'a pas été processée. Et là, on va pouvoir gérer facilement tous les événements de type de reprise. Si je reprends aussi au niveau de l'information, on va pouvoir voir tout ce qui, tous les points de soumission. Et je vois aussi que là, par exemple, j'ai un flux qui s'est exécuté à partir d'un moniteur qui a été déporté sur l'agent. Alors l'agent, c'est une sorte de mini MFT qui va se déployer justement à travers les différents réseaux pour pouvoir
et segmenter les réseaux et pouvoir les adresser facilement. Si on n'a pas d'autres solutions, d'autres serveurs qui vont faire du protocole, des partenaires qui n'ont pas d'équipe IT aussi par exemple, eh bien on va pouvoir installer des agents et c'est toute l'intelligence de l'agent va être complètement déportée sur les MFT pour la gestion, pour le contrôle et pour les traces. Puisque tout ce qui s'est passé ici, c'est passé sur un serveur distant. Pour vous dire un petit peu techniquement ce qui s'est passé, c'est que notre serveur MFT de démonstration aujourd'hui, c'est une plateforme Linux. L'agent, lui, est en Windows et on s'est complètement affranchi de cette adhérence de système d'exploitation. Et pour autant, les données ont été processées et je peux voir ici que dans le cadre de l'agent, hein, donc par rapport au flux, au scénario de l'upload des fichiers, on a dépilé le flux de manière unitaire, fichier par fichier. Et là, sur l'agent, j'ai pris tous les fichiers d'un coup pour pouvoir tous les traiter de manière par batch. Donc sur les cas d'usage, on va pouvoir les traiter de manière unitaire, les traiter par batch, et puis affiner complètement toutes les actions à mener consécutives à un événement ou un non-événement. Alors pour vous montrer justement qu'est-ce que c'est qu'un projet, eh bien, alors vous voyez, il y a plein de raccourcis en plus rapides dans le produit. Ce que je vous montre là, je pourrais y accéder par d'autres menus pour avoir des vues un petit peu plus détaillées. Mais avec tous ces liens rapides, ça permet aussi de naviguer facilement dans le produit et de pouvoir retrouver quand même rapidement l'information qui nous intéresse. Et donc là, vous avez une vue sur un projet. Un projet, c'est une construction séquentielle d'événements avec une bibliothèque de composants où on va pouvoir piquer les différentes actions qui nous intéressent. Vous voyez, au niveau interaction, on a vraiment une grosse bibliothèque avec énormément de fonctions, énormément de tâches à l'intérieur. Mais dans le principe, ça va vraiment être très très simple de mettre en place un flux. Par exemple, je vais faire une interaction avec une base de données. Eh bien, je prends ma tâche de requête de base de données. À un moment, pourquoi pas, je la glisse là où je désire dans ma séquence et tout de suite, j'ai accès à la fonction. Alors, je vais quand même supprimer cette tâche-là puisqu'elle n'est pas pertinente dans ce cas. Et puis, bah, je vais pouvoir lire tout ce qui va se passer dans le script, là où je vois en fait création d'espace temporaire de travail, l'envoi d'un mail où je vois tout de suite, premier point d'entrée, une variable qui a été alimentée par le trigger. Donc on va pouvoir complètement variabiliser un flux et on va surtout s'intéresser à des typologies de flux, de sorte à pas avoir 10, 15, 100 scripts qui vont faire exactement la même chose, où finalement ce qui va changer à l'intérieur, ça va être un connecteur, ça va être un identifiant. Puisque toute la logique, toute l'intelligence va être portée vraiment sur la construction du flux et à partir de là, on va pouvoir, complètement switcher suivant les cas d'entrée, suivant les cas d'usage, bien vers tel ou tel serveur avec tel ou tel besoin. Avec bien évidemment, des capacités de pouvoir faire du conditionnel, faire des boucles, hein, pour pouvoir retraiter. Nativement sur chacune des tâches, on va pouvoir faire de la gestion d'erreurs aussi très fine, hein. Donc sur chacune des tâches, j'ai bien des comportements en cas d'erreur et puis à ce niveau, je vais m'attacher aussi sur une notion qui est très, très importante sur Anywhere, c'est la création de connecteurs, de ressources dans le produit, ce qui va permettre d'avoir une bibliothèque de connexion de connecteurs qu'on va pouvoir utiliser partout dans le produit, mais avec un seul point de gestion. Donc si jamais demain un partenaire va changer sa clé de connexion, va changer ses serveurs d'authentification, un port, une adresse, peu importe, on change le connecteur et tous les flux qui ont besoin de ce connecteur-là, eh bien, seront immédiatement à reprendre la donnée mise à jour, sans avoir besoin de repasser sur les différents scripts. Autre avantage aussi, donc ça va dépendre aussi beaucoup du protocole et du serveur en face. Par exemple, on peut on n'a pas cette notion-là, mais en SFTP on l'a. Eh bien, je vais pouvoir naviguer aussi sur le serveur distant directement pour vérifier que la syntaxe est bonne par rapport à ce que nous échangent les partenaires ou les différents métiers. Et puis, je vais pouvoir directement naviguer à l'intérieur et puis prendre l'environnement, la destination qui nous intéresse, le nom du fichier qui nous intéresse, hein, donc on va pouvoir naviguer complètement, filtrer les choses et aussi et surtout pouvoir les enchaîner facilement. D'un point de vue création de scripting aussi, ce qui va se passer à un moment donné, eh bien, je vais pouvoir aussi dynamiquement créer une variable de sortie pour un besoin, divers et variés et puis à partir de là, si on regarde sur la colonne de droite, on a toutes les variables qui ont été générées dans le flux, eh bien, je vais pouvoir les réutiliser et juste en drag and drop, j'ai tout de suite la syntaxe qui va se mettre directement. Donc on a une assistance complète pour cette création de script et on va s'affranchir complètement des problèmes
protocolaires, des problèmes plus métiers quand on va faire du développement. Et on va pouvoir complètement segmenter l'utilisation et la mise en place de flux en lien avec les différentes équipes pour pouvoir mettre en place ces différents connecteurs-là. Et vous voyez, de manière complètement transparente pour l'utilisateur initial, eh bien, j'ai fait de la rupture protocolaire, du renvoi avec du SFTP, du PE-SID, du GoFast, et puis potentiellement n'importe quel autre flux pour les transferts à disposition dans le produit pour vraiment gérer complètement la répartition et tous les flux métiers avec toutes les interactions possibles et imaginables à ce niveau-là. Alors, un petit mot sur les ressources et puis je rendrai la parole à mes chers animateurs. La ressource, donc la bibliothèque de ressources surtout, c'est là où on va définir l'ensemble des connecteurs. Alors je vais reprendre un connecteur SFTP, n'importe lequel au hasard, hein. On va pouvoir voir aussi, du coup, pour chaque connecteur, on va pouvoir définir déjà l'ensemble des informations nécessaires pour la connexion, pour la communication. Et on va pouvoir, avant même de mettre en place un flux, pouvoir tester que cette connexion fonctionne et dire au partenaire, OK, la connexion est disponible, je vais pouvoir l'utiliser et l'exploiter ensuite avec des gestions de clés ou de certificats directement intégrés dans le produit, donc avec des imports possibles sur des formats standards. Non seulement vous allez pouvoir importer des données qui proviennent des sources extérieures, mais on va pouvoir aussi exporter notamment les clés publiques pour les échanger pour tout ce qui est empreinte digitale. On va pouvoir jouer aussi sur les reprises de connexion si jamais on sait que le serveur partenaire ou même le serveur interne est un petit peu vieux et a du mal à accepter les connexions. Donc on va pouvoir gérer déjà au niveau de ce connecteur-là la reprise de transfert si jamais il y a besoin de le gérer. La proxification du flux en transitant du coup ou par la gateway qui est native et complètement intégrée à GoAnywhere ou bien par des outils existants. Et puis aussi et surtout, d'un point de vue sécurité, on va pouvoir sélectionner les différents algorithmes à disposition, en échange. Alors sachant qu'à ce niveau-là, quand on est en mode client, en mode initiateur de transfert par rapport à MFT, lors de la négociation, GoAnywhere choisira toujours le niveau de protocole le plus élevé disponible. Voilà, donc je rends la parole à mes chers collègues en espérant que cette partie-là vous a fortement intéressé. Merci Camille de cette démonstration qui, j'espère, vous a permis d'avoir un premier aperçu du scope fonctionnel assez consistant, comme vous l'avez vu, le GoAnywhere, qui est une solution qui permettra de moderniser vos flux. Je vais maintenant vous détailler rapidement l'accompagnement fourni avec la solution pour l'implémentation et une migration réussie vers GoAnywhere MFT. Le premier bloc, c'est aussi l'essence de SBD, c'est de vous accompagner dans le cadrage de votre projet, dans l'essai de la solution, dans la définition d'une architecture adaptée à votre organisation. Et ensuite, ce qu'il faut souligner ici, c'est que l'installation, la configuration ou même la prise en main initiale de GoAnywhere sont extrêmement efficaces et rapides par rapport à d'autres solutions qui nécessitent énormément de services pour cette première étape d'installation et d'activation de la solution. Deuxième point, c'est la spécialité de nos services sur la migration et l'intégration avec une méthodologie éprouvée de passage de solutions historiques ou Axway, pour ne pas les citer, vers GoAnywhere MFT, avec une définition d'un process, d'un type de flux adapté et personnalisé à votre organisation, validé avec vous, afin de définir un cadre qui vous correspond, qu'ensuite on intégrera avec en étape finale un transfert de compétences, une livraison vers l'exploitation. Dernier point, c'est l'accompagnement dans la gestion des projets, le développement de la plateforme. Il faut savoir, comme je vous le disais, qu'on gère le support technique avancé depuis 2010 sur GoAnywhere MFT, que tous les clients qu'on avait en 2010 sont encore avec nous et qu'on les accompagne dans l'extension du périmètre fonctionnel et du scope de la plateforme chez eux, avec des conseils sur l'optimisation, la sécurisation de leurs flux et des formations personnalisées avec les consultants de l'équipe de Camille.
Voilà, on va en arriver à la fin. Je vais repasser la parole à Léa pour conclure ce webinaire. Bonjour aux personnes qui nous ont rejointes pendant le webinaire. Donc, vous devez avoir vu un sondage qui est en train d'arriver, donc en plein milieu de votre écran, donc vous ne pouvez pas le louper. Je vous laisse y répondre tranquillement. Et en même temps, pour les personnes qui le souhaitent, je vous laisse mettre une petite question dans le chat. Donc, c'est la petite bulle où c'est écrit conversation. Donc, je vois qu'il y a 10 personnes qui ont répondu là pour l'instant. N'hésitez pas à répondre. En attendant, j'ai quelques personnes qui n'ont malheureusement pas pu venir au webinaire et qui m'ont communiqué donc 2 questions par email. Donc, je me permets de vous la poser à vous trois, nos 3 intervenants. Donc, la première est: la solution est-elle déjà présente en France? Et du coup, quelles sont vos références si vous avez le droit d'en citer? Je vais prendre le point, Léa. Merci de la question. S'il y en a d'autres. Effectivement, c'est important de citer quelques références et de permettre d'en citer au sein du CRIP. De clients qui sont en production sur GoAnywhere MFT, comme la BNF, Bouygues, Engie, Darvag, vous devez connaître, ou EAF Covea Finance, ou encore la Maïf, pour ne citer que. Et bref, vous l'aurez compris, on ne manque pas de références en France et en Europe. Et pour ces projets, ESBD a assuré l'installation, le service d'intégration et assure toujours la maintenance et le support de la solution. Voilà, espérant que j'ai répondu à la question. On passe à la question suivante. Et la deuxième, c'était de la même manière, vous avez parlé de migration de solutions MFT vers GoAnywhere. Pouvez-vous en dire plus sur ce contexte? Alors, je vais répondre conjointement avec un jeu de questions-réponses avec Camille, mais je l'ai dit en introduction, l'essentiel des projets aujourd'hui menés sur GoAnywhere MFT, c'est la migration de solutions historiques ou qui sont en fin de vie vers GoAnywhere MFT. Ça s'accompagne surtout d'un temps d'audit et de validation d'une modernisation des flux vers GoAnywhere MFT sur un schéma qui vous correspond. Pour cela, on a une méthodologie de migration, je le disais, assez éprouvée, un cursus de formation, toute une gestion de projet avec une attribution de rôles et de responsabilités et un phasing qui se fait assez simplement en trois étapes, qui est d'abord l'installation d'un pilote, une formation initiale, ensuite une partie migration et enfin le transfert de compétences vers l'exploitation. Et après, c'est peut-être là où tu pourras corroborer, Camille, sans déborder. Ça dépend du niveau d'autonomie que veulent avoir nos clients. Je te laisse parler des différentes expériences, Camille. Oui, tout à fait. En fait, tu as très très bien résumé les différents points. C'est-à-dire que par habitude, plutôt que de reproduire de l'existant, faire Aziz, puisque en général on intervient sur des choses historiques, mes consultants, en tout cas mes équipes, vont travailler conjointement avec les équipes de nos clients pour déjà analyser les flux, les comprendre et bien souvent vraiment les moderniser. En apportant toute l'expérience et toute la simplicité d'utilisation de GoAnywhere pour complètement resimplifier les flux et surtout les resécuriser aussi et souvent, puisque c'est un produit qui vit énormément, qui vit avec son temps, avec les différentes normes de sécurité. Et donc, on assure un très très haut niveau de sécurité au niveau de la plateforme. Et c'est de manière très très simple. C'est vraiment quelque chose de pertinent dans la solution. Et par habitude, ces processus de migration, donc souvent on va pouvoir extraire des informations des plateformes historiques, si jamais on n'a pas de matrice de flux qui ont été bien détaillées. Et puis, eh bien, mes équipes ont l'habitude justement de récupérer ces informations et de les retransposer sur GoAnywhere, sur les différents objets GoAnywhere, tout en accompagnant, en expliquant ce qu'on va faire. Donc non seulement au niveau des livrables, on va détailler ce qui s'est produit, la démarche qui a été initiée, et puis aussi bien faciliter la reprise en main du produit là. Déjà, d'une part, parce que le produit est vraiment, et là c'est d'expérience, c'est ce que nous disent nos clients, c'est que le produit se prend très facilement en main.
hein, quand bien même on a toujours un petit peu l'appréhension d'un nouveau produit. Et puis après, dans l'exploitation au quotidien, c'est du temps gagné, c'est de la visibilité qui va être gagnée. Euh, donc c'est jusqu'à maintenant, à vrai dire, on a eu une grande part de succès justement, donc grâce aux produits, mais aussi grâce à mes équipes qui s'adaptent à chacun de nos clients. Merci beaucoup. Il y a 4 questions qui sont arrivées en même temps. Je ne sais pas si vous les avez vues, donc je vais prendre dans l'ordre. Il y a une question, j'aimerais savoir où trouver les informations concernant les API d'une personne qui s'appelle Camara. Le point, mais Camille l'a dit pendant la démo, GoAnywhere MFT est extrêmement bien documenté. Donc, tout simplement, on a un API guide. Après, peut-être, Camille, tu peux détailler le pilotage via API de GoAnywhere. Alors, le détailler peut-être pas parce qu'on pourrait faire une démo à part entière là-dessus, mais en tout cas le guide est déjà présent sur la solution, hein, donc on a tout le détail qui est déjà présent avec l'installation. Donc je n'ai pas détaillé hein, pendant la démo, mais on a des petits points de question partout pour l'aide interactive. On a le guide qui est disponible ou on la demande à mon équipe technique via le biais du support, disponible aussi sur le site de l'éditeur directement. Donc l'information peut transiter très très facilement pour l'utilisation et le fonctionnement des API. Parfait. Merci. On a une autre question. Quel est le rythme des mises à jour de l'application pour assurer la sécurité? En introduction, je dirais que les release notes sont publiques et disponibles sur le site web goanywhere.com. De plus, usuellement, il faut préciser, un point important, c'est que dans la maintenance et votre souscription ou l'acquisition de licence GoAnywhere MFT, et c'est différenciant par rapport à d'autres solutions, le suivi des versions mineures et majeures est inclus, au rythme d'environ aujourd'hui 2 par an. Je parlerai de mise à jour majeure, mais je vais laisser la parole à l'éditeur et à Julien. Oui, c'est intéressant d'ailleurs comme question, parce qu'on a eu des larges débats là-dessus au fil du temps. Historiquement, GoAnywhere était plutôt sur un rythme de 4 releases par an, jusqu'à il y a 2 ans à peu près, où plusieurs de nos clients justement nous avaient plutôt fait le retour que c'était un peu trop en fait, et que c'était difficile de suivre le rythme des actualisations, avec des fois tout simplement des rythmes des cycles d'actualisation qui étaient plus longs que nos sorties de release. Du coup, depuis 2 ans, on avait un peu ralenti et effectivement, on était plutôt sur un rythme de 2 versions par an, comme le disait Guillaume. Et pour rien vous cacher, il y a de nouveau des réflexions en interne parce qu'effectivement, il y a des contraintes aussi en termes de sécurité. Il n'est pas impossible qu'on revienne à un rythme un petit peu plus élevé à partir de la deuxième moitié de cette année. Merci Julien. Encore une fois, j'ajoute juste un point, c'est que évidemment, on conseille des mises à jour à minima une fois par an, je parle chez ESBD, mais on supporte des versions anciennes et c'est aussi différenciant. En règle générale, on supporte même des versions qui ont plus de 1 à 2 ans actuellement. Mais en règle, c'est aussi différenciant par rapport à la politique d'autres éditeurs. On va poursuivre les questions, Léa. Oui, il en reste 3. Comment se fait la connexion avec un client distant? Il doit aussi avoir installé GoAnywhere au préalable. Je t'en prie, Camille, je te laisse prendre ce point. Eh bien, la réponse est tout simplement non. Le partenaire n'a pas besoin d'avoir un GoAnywhere. Au niveau de GoAnywhere, on va s'occuper de la communication protocolaire, mais la solution en face, chez le partenaire, est à sa discrétion. Hein, donc, on va juste gérer les jeux de clés de certificat, mais le client peut avoir n'importe quel autre outil du marché, même de l'open source s'il le désire, et GoAnywhere s'interfacera sur le protocole en lui-même, donc avec les standards définis pour chacun des protocoles. Merci. Il reste 2 petites questions. Après, on a, est-ce qu'il y a un connecteur vers DocuWare? Une bonne transition pour parler des connecteurs natifs sous GoAnywhere et le fait que GoAnywhere permette la connexion à la plupart des protocoles. Il existe aussi des connecteurs cloud ou vers des applications prédéfinies. Encore une fois, je te repasse la parole, Camille. Alors, pour DocuWare, de mémoire, donc on n'a pas de connecteur natif, par contre ça va fonctionner en API, en web service. À partir du moment où on sait faire du web service, eh bien, on va pouvoir l'intégrer dans GoAnywhere à travers ce web service-là. Et j'en profite d'ailleurs pour compléter que c'est typiquement le genre de réflexion que nous, on pointe en fait. Les systèmes d'évolution aussi, les évolutions fonctionnelles de GoAnywhere fonctionnent
au niveau de notre R&D par un système de vote, en fait. Donc, à chaque fois qu'on a des demandes nouvelles de clients, ça passe dans une liste et au moment où est défini le contenu d'une nouvelle release, on tient compte évidemment de ces votes-là. Donc, voilà, si ça peut être quelque chose d'important pour tel ou tel projet, on peut le faire remonter. C'est évidemment pas une promesse que ce sera fait tout de suite, mais en tout cas, on en tient compte et ça fait partie de nos réflexions, évidemment. Voilà, juste les connecteurs les plus utilisés à date chez nos clients, c'est les connecteurs bien sûr S3 vers les différents clouds, Salesforce, Azure Blob Storage et SharePoint. Donc il y a toute une bibliothèque qui est disponible sur demande, bien sûr. Et après, on a une dernière question avant de conclure, qui est en cas de coupure réseau ponctuelle, le transfert est-il repris automatiquement? Question pour toi, Camille. Je vais faire une réponse de Normand pour finir. Ça va dépendre de comment vous mettez en place le flux, tout simplement, ou du protocole derrière. Donc, dans Gainware, on a tous les outils à disposition pour faire de la reprise automatique de transfert, mais ça va être vraiment aux besoins de chacun et avec la volonté de faire de la reprise. Donc, on a tout ce qu'il faut pour, on pourra le faire suivant le protocole, mais c'est toute une typologie de flux à voir ensemble en détail. On ne l'a pas vu en démo, mais il y a tout un mécanisme de comportement en cas d'erreur sur un workflow, sur un projet. On peut appeler un autre workflow, faire de l'alerting ou relancer un script. Et voilà. Eh ben, merci beaucoup, c'était très complet. On a eu des messages de remerciements, comme quoi c'était intéressant et que vous avez bien répondu à toutes les questions. Donc, je vous remercie, nos 3 intervenants, je vous remercie chaleureusement. Je remercie également tous nos participants. Avant de vous laisser un petit mot de conclusion pour vous, les 3 intervenants. Pour nos participants, dès la semaine prochaine, il y a d'autres webinars que vous pouvez, dans lesquels vous pouvez vous inscrire en allant sur le site du CRIP. Il y a également voilà, d'autres événements physiques. Je vous laisse aller voir ça comme d'habitude sur le site en ligne. Et je vous laisse un petit mot de conclusion si vous le souhaitez, vous 3. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Léa, et merci pour l'organisation. C'était parfait. Merci à tous ceux qui ont pris la peine de partager un petit peu de temps avec nous ce matin. J'espère que ça aura été utile. Et puis, en ce qui me concerne, j'en profite pour vous dire qu'on sera présent au FIC à Lille début juin. Donc voilà, si vous avez l'occasion de venir sur le FIC et vous avez envie de discuter en live avec nous, avec nos équipes, n'hésitez pas, on sera présent avec un stand Help Systems. Voilà, on vous attend. Guillaume. Merci à vous et bonne fin de journée. On reste disponible pour toute précision. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir. Merci à tous.